Salut les GOATs et bienvenue dans cette nouvelle interview à la française. Aujourd'hui et pour la première fois sur cette chaîne, on se retrouve avec quelqu'un qui a gagné le Tour de France, mais qui a aussi gagné le Giro et qui a été champion du monde. On a le plaisir d'accueillir Stephen Roche. Salut Stephen. Salut. Donc je laisse Yorick vous expliquer un peu le déroulement de l'interview et puis passer à la première question directement. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement nous dire comment t'es venu la passion pour le cyclisme, s'il te plaît? Je pense que la passion est devenue de mon entourage parce que d'abord, je jouais beaucoup de football et puis je m'entraînais la semaine avec les copains et le dimanche, j'étais assis sur le banc à regarder jouer. Parce qu'apparemment, même si moi je me trouvais bon, le coach ne me trouvait pas assez beau pour mettre dans l'équipe de dimanche. Donc, j'ai vite compris que c'est pas là que j'allais faire des bons résultats. Et puis après, bon, il y avait un homme, j'avais quoi, 13 ans à l'époque, il y avait un homme dans mon petit quartier qui faisait du vélo en compétition. Et puis, moi, en parallèle, je livrais les journaux avec un vélo. Et puis, la femme de cette cycliste savait que je faisais du vélo parce qu'elle me voyait tous les jours faire le tour des maisons avec livrer mes journaux. Et puis, un jour, j'étais en train de jouer au football avec les copains. J'étais en gardien de but. Et puis, elle me dit, Stéphane, tu aimes le vélo? Tu fais le tournée avec tes journaux. Pourquoi pas aller avec un club? Donc, il y a un nouveau club qui va démarrer la semaine prochaine. Euh, voilà l'adresse aux grandes surfaces là à côté, à 19h, mercredi soir. Donc, je dis, ouais, pourquoi pas. Donc, je me suis pointé pour la première soirée. Il y avait une quinzaine, vingtaine d'autres jeunes comme moi. Et puis, on est parti entouré de deux anciens coureurs. Et puis, on a fait une balade, et puis ça m'a plu. Et après, on se retrouvait le week-end. Et ensuite, chaque mercredi, pendant l'été, on se retrouvait pour faire une balade dans la campagne derrière Dublin. Et puis on a commencé à courir. Puis ça m'a plu parce que j'avais le plaisir de rouler avec les copains en semaine. Et puis le dimanche, courir avec eux. Peu importe le résultat, j'avais toujours le plaisir de rouler avec eux. Donc, c'est surtout ça, je pense, qui m'a, qui m'a fait rester dans le vélo. Et puis en même temps, à partir de ce moment-là, on a fait des choses incroyables, à découvrir les d'autres coins de l'Irlande avec le vélo que je n'aurais pas pu faire si je ne faisais pas le vélo. On va passer du coup à ta carrière maintenant qu'on sait comment t'en es venu au vélo. Tu nous fais une saison néo-pro qui était assez folle, même pour dire vraiment folle. Tu es le premier rookie, entre guillemets, à gagner Paris-Nice dès sa première saison. Tu gagnes aussi certaines courses devant notamment Bernard Hinault et Bernard Thévenet, des coureurs qu'on connaît bien en France. Est-ce que dès ce Paris-Nice, tu étais déjà considéré comme un leader dans le peloton et dans ton équipe? Ou est-ce qu'on attribuait plus ça un peu au hasard, le petit jeune qui arrive, qui a la fougue de la jeunesse un petit peu? Bon, on a dit, bon, le gamin, il est chanceux. Parce Ok. que Voilà, déjà, question suivante. voilà, déjà, quand j'ai débuté en 1981 avec les courses sur la Côte d'Azur, les courses de préparation, j'avais quand même un certain succès. Et puis tout le monde disait, oui, mais tu verras, quand les vraies courses vont arriver, quand le blaireau, Hinault, et les autres vont commencer à bien, bien marcher, et ton temps sera passé. Et après, baf, je gagne le Tour de Corse. Donc, et puis l'avant-dernière étape en ligne, j'étais arrivé avec un équipier, Jacques Brossis. Et puis, Jacques, il me laisse gagner l'étape. Alors, j'étais content, ben, il me laisse gagner l'étape. Comme lui pensait que le lendemain, il y avait un contre-la-montre, lui, il allait gagner le contre-la-montre, il allait gagner le général. Donc, il me dit, bah, Steph, tiens, après toi, tu gagnes l'étape. Moi, demain, je reprends le maillot. Et en fait, je gagne l'étape, je prends le maillot, et le lendemain, je le bats au contre-la-montre. Donc, Ah, c'est vrai que l'individu, Jacques, c'était un grand copain, c'est un grand copain même aujourd'hui, mais il a pris ça bien.
parce que même s'il a fait un peu mal d'être fait battre par un jeune qui arrive, j'ai battu lui, mais j'ai battu aussi Bernardino. Donc, c'était pas juste un. Bon, tout le monde croyait encore que c'était Koweba. Après, il y a Paris-Nice, les vrais, ils vont commencer à marcher. Donc, après, j'arrive à Paris-Nice en étant vainqueur de Tour de Corse, après, en étant vainqueur de la dernière contre-la-montre en montagne, ou dans le Paris-Nice, le Col d'Aise, c'est la dernière étape de Col d'Aise de Paris-Nice aussi. Hmm. Donc, puis bon, peu importe, la course s'est bien débloquée. On a roulé pour un équipier qui s'appelle Michel Laurent. On avait un contre-la-montre par équipe près de chez lui à Château-Chinon. Et puis, Oh, moi, j'avais fait un travail énorme dans le contre-la-montre par équipe. Et je me souviens toujours que j'étais toujours cette jeune, mais maintenant un jeune un peu effacé parce que maintenant on est dans les courses d'hommes maintenant. Le course pour les gamins, c'était avant, là, c'était course d'hommes. Ouais. Donc, Michel Laurent, il prend le maillot et on gagne le contre-la-montre par équipe. Michel Laurent, il prend le maillot leader chez lui. Donc, c'était vraiment le sommet pour lui. Le sommet pour l'équipe aussi, hein, parce qu'on a battu le grand équipe Raleigh à l'époque, hein. Donc, mais moi, j'étais un peu embêté parce que les uns les autres, ils sont partis s'embrasser, bravo, merci, nanana. Et moi, j'étais dans un coin à me dire, mais bon, j'ai bien participé au contre le monde par équipe. Et finalement, je n'ai pas de remerciements ni de récompenses de personne. Hmm. Donc, je n'étais pas très contente, mais pas fâchée non plus. Pour moi, bon, je suis jeune, eux, ils se connaissent, ouais, c'est un peu normal. c'est normal qu'ils s'embrassent. Voilà. C'est une réaction à chaud un peu Voilà. aussi. Voilà, Voilà. dès qu'on arrive. Et le lendemain, il y avait une étape qui allait à Saint-Étienne et Michel Aron, il crève. Donc, Ah, je rate pour l'aider. Et je me disais à moi-même, mais alors, ils sont où tes potes maintenant? Hier soir, tu les remerciais, tu les as embrassés, etc. Et ils sont où maintenant? Donc, j'ai réussi à lui ramener dans le peloton. Et quand je reviens dans le peloton, je viens vers la tête du peloton, il y a un échappé qui partait. Et comme j'étais tellement en colère parce que un côté, j'ai montré que hier, je participais au contre le monde par équipe et la victoire et le fait que Michel a le maillot, personne ne m'a remercié. Là, Michel, le leader, il avait besoin de quelqu'un pour l'aider parce que le crevé, il n'y a personne, tout le monde lui tourne le dos. Et là, il y a un échappé qui part, il n'y a pas de personne de chez nous. Donc, comme j'avais vraiment la harne, je mets le braquet, je repars et je rentre dans l'échappée. Cette échappée prend 6 minutes. Donc, et moi, je deviens le leader de Paris-Nice. Donc, bien sûr, le soir même, Michel n'était pas très content parce que il, il disait que oui, mais c'était mon maillot, tu me l'as pris. Et moi, je disais oui, mais Michel, j'étais dans la chambre, j'ai dit Michel, vraiment désolé, je n'ai pas fait exprès, mais je voulais faire mon rôle d'équipier. Et en fait, derrière, ça coinçait, puis je pris le maillot, mais je n'ai pas fait exprès. Donc, on m'a dit, bah, maintenant, tu es nouveau leader de Paris-Nice, démerde-toi. Donc, et tu t'es démerdé. C'est ça qui est voilà, bien. voilà. Bah, Et je c'est la- crois quand même, à ces jours, je reste toujours le coureur le plus jeune d'avoir gagné Paris-Nice, je pense. Oh, je suis le seul coureur Ouais, premier pro d'avoir gagné, je crois. ouais, c'est ça. Mais je crois qu'au niveau, j'avais 21 ans, je pense que je suis toujours un des plus jeunes, mais surtout le coureur, euh, le seul coureur Hmm. premier année pro qui arrive et qui gagne Paris-Nice, je Ouais, pense. ouais, c'est ce qu'on avait vu. T'es vraiment le seul voilà, rookie à avoir remporté directement Paris-Nice. Et d'ailleurs, ça me permet d'arriver sur la prochaine question, puisque voilà, tu gagnes Paris-Nice et ensuite tu vas continuer à enchaîner les bonnes performances, chercher d'autres succès. Et on arrive en 85 où tu vas justement sur ton troisième Tour de France chercher quand même la troisième place du classement général final, derrière les deux légendes que sont Bernard Hinault et Greg LeMond. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, je peux les battre? Ou vraiment, est-ce que tu as ce sentiment à la fin de ce tour où tu te dis, voilà, il y a une sorte de progression, je dirais, linéaire, et tu dis, bah, je vais pouvoir les battre, je peux être le meilleur, je dirais.
Euh, En 85, je gagnais mon première Hmm. étape, je pense que sur l'Aubisque, et j'avais fait un très beau tour. Mais en fait, j'avais toujours sans prétention. Chaque fois que je mettais un dossard, c'était pas juste pour porter dossard, c'était pour gagner. Ah, Et, euh, et je me disais que, sans être prétentieux aussi, que je m'entraîne la semaine, c'est pour gagner le week-end. Donc, et, que ce soit un Grand Prix de Nantes, ou que ce soit le Tour de France, ou un championnat du monde, pour moi, c'était la même chose. Je ne fais pas de distinction hmm. entre les épreuves les plus importantes et les moins importantes. Pour moi, quand je m'alignais au départ d'une course, c'était avec le sport de gagner. Donc, oui, c'est vrai que quand j'avais fait troisième en 85, j'avais l'espoir jusqu'à la fin même de peut-être le gagner parce que avec Ino et Greg, c'est vrai que c'était pas imbattable. Et je crois que c'était une étape, on a fait le Tourmalet, on arrive à Luzardeden ou Villard-de-Lans, je ne me souviens pas lequel, mais j'avais attaqué. J'étais devant avec Greg LeMond, on avait lâché Ino dans le Tourmalet. Et bon, il faut dire qu'Ino avait tombé aussi à Saint-Étienne 2, 3 jours avant. Mais néanmoins, il était encore compétitif, hein. Il a cassé le nez, mais il ne pédale pas avec le nez. Mais bon, c'était euh, c'était quand même un sacré personnage. Et puis, c'est là que je me dis peut-être, oui, j'ai le niveau. Là, j'ai la troisième place. Je pourrais un jour, c'est sûr, hein, le gagner. Et on reste, enfin, avec cette confiance que tu avais en toi, mais pourtant, la saison 86, elle est beaucoup plus compliquée, donc la saison qui suit, tu viens de changer d'équipe, tu fais un début de Giro qui est correct, mais tu chutes, donc tu ne le termines pas. Ensuite, tu fais un Tour de France qui est quand même assez décevant, que tu termines, je crois, vers la 50e place. Euh, et donc, tu perds petit à petit ton statut de leader dans ta nouvelle équipe. Comment on vit ces moments-là? Est-ce que tu as réussi à tourner ça en motivation pour la saison 87, dont on va parler après, qui est extraordinaire? Ou est-ce que c'est juste, enfin, les deux saisons, elles sont pas liées, tu as vraiment tout coupé et voilà, oublié cette saison 86. J'avais, à l'époque, en 85, j'étais chez La Redoute. Et puis, mon directeur sportif, Raphaël Geminiani, m'a dit, Stéphane, tu as un très bon coup de pédale. Tu devrais tenter le record de l'heure sur piste. Donc, je lui ai dit, oui, ben, ça peut m'intéresser, mais j'ai jamais fait de la piste. Et il m'a dit, bah, écoute, on va organiser ça. Donc, il m'a organisé 2 ou 6 jours pendant l'hiver. Et une, c'était le 6 jours de Paris. Donc, j'étais allé à Dortmund avant, à Stuttgart avant. Et là, j'arrive à Paris. J'étais avec Tony Doyle, l'ancienne pistard anglaise, et puis un très bon équipier et très bon pistard. Et donc, dans les derniers 2 jours, on était en bagarre pour la tête de la course, tête de 6 jours. Et dans les derniers jours, on est en train de faire une chasse et puis quelques tours de la fin, j'éclate le pneu arrière et je m'envoie Ouf. sur la ligne droite, sur le dos, sur le genou, Aïe, 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 aïe. tout un fracassé, voilà. Et j'avais endommagé le cartilage. Maintenant qu'on sait maintenant, à l'époque on ne savait pas, on cherchait pourquoi j'avais mal, mais on avait du mal à trouver. Et en plus, j'avais signé dans une nouvelle équipe qui m'a signé, qui m'avait donné un contrat comme prétendant de vainqueur de Tour de France. J'avais fait troisième 85, j'avais fait aussi troisième de championnat du monde, je pense. Donc, eux, ils voyaient un coureur avec un potentiel de gagner le tour. Et là, en fait, j'arrive au camp d'entraînement avec le genou un peu en vrac. Donc, au bout d'un moment, ils m'ont dit, Stéphane, écoute, c'est pas suffisant de dire que tu as mal au genou, que tu n'es pas performante. Et 86 n'est pas top. On t'a embauché pour gagner le tour et tu n'es même pas capable de faire le tour. Donc, on fait comment? Et je leur ai répondu que dans un mariage, on se marie pour le bien ou le pire. Une Là, belle allégorie, ça. en espérant qu'on vient de voir le pire et le meilleur,
c'est à venir. 1987, bah, parlons-en. Voilà, donc on va commencer. C'est quand même une des meilleures saisons individuelles de tous les temps. Voilà, on va quand même dire ce qui est, puisque bon, tu remportes le Tour d'Italie, le Tour de France et les championnats du monde, ce qui fait quand même, enfin, ce qu'on appelle la triple couronne. Et donc, du coup, il y a, enfin, c'est ce que Pogacar a fait cette année pour les plus jeunes. Mais on y reviendra par la suite, puisqu'on va d'abord quand même commencer ce Giro. Alors ce Giro, tu le commences dans la peau, je dirais, de co-leader, puisque ton équipier Roberto Visentini, il est tenant du titre en 86. Et du coup, ça commence avec une histoire un peu rocambolesque, puisque toi, tu prends d'abord le maillot rose, puis tu vas le perdre à l'étape 13 pour ton coéquipier Visentini. Et là, grossièrement, de ce que j'avais compris, c'est ton équipe, on dit, bah, on donne tout pour Roberto Visentini, voilà, italien, etc. On sait que dans ces années-là, l'organisation aussi favorisait quand même les coureurs italiens. Ça a été le cas avec Laurent Fignon notamment. Et ce qui se passe à l'étape 15, c'est que toi, tu profites d'un coup, enfin, tu l'attaques pas directement, mais voilà, sur un coup tactique, tu sors et tu réussis à lui reprendre le maillot, ce qui va créer des sortes de, entre guillemets, de tensions au sein de l'équipe quand même. Comment toi, enfin comment la course s'est déroulée pour toi et comment t'as géré, puisque bon, c'était pas l'idéal non plus dans la quête d'un grand tour, quoi. Ce qui a fait le mal, quelque part, c'est que on a le contre-la-montre je crois que c'était à San Marino, je me souviens plus Ouais. exactement quel pronom, que moi j'étais faire le parcours le matin même, comme je faisais d'habitude. Avant le chrono, le matin, j'allais faire la reconnaissance pour vraiment imprimer le parcours dans ma Mm. tête. J'entends un bout, le fait. Hein. Ouais. Et puis, dans mon boule, je pars avec un vélo. Je, je vais configurer le vélo avec mon mécanicien avant ma reconnaissance. Et sur le parcours, dans ma tête, je vais faire les dernières modifications, que ce soit au niveau braquet, que ce soit au niveau pneumatique, que ce soit, voilà. Et puis, mais pendant ma reconnaissance, il pleuvait et Roberto n'a pas voulu faire la reconnaissance en vélo. Il a décidé de faire dans la voiture avec notre directeur sportif. Et tous les 5 minutes et tous les 3 minutes, il venait me voir. Il me dit, mais Stéphane, où est-ce qu'il vient le vent? Moi, je dis, bah, à droite. Stéphane, quel braquet? Stéphane, tu Ah, peux il t'a imaginer sorti que de ta bulle, quoi, en gros. voilà, c'est ça. Je donne Ouais. mon bulle, je focalise dans mon truc, les trous, le vent, Ouais. les bordures, le tracé, le braquet. J'ai plein dans la tête et lui, il vient toujours Mhm. m'interrompre comme ça. On finit le reconnaissance, on rentre à l'hôtel, je me change, je descends pour mon repas et Roberto, il se plante en face de moi. Oh là là. Donc, c'est vrai que il était face de moi, Stefano, et après 5 kilomètres, et le démarrage, et le braquet, C'était une guerre je suis très psychologique poli. entre vous deux, un peu, quoi. Voilà. Ouais. J'étais très poli, mais je ne pense pas qu'il faisait exprès, c'est juste comme ça. Et je ne Ouais. pense pas qu'il fait exprès de m'amuser, mais il m'a usé. Hein. Mhm. Et en fait, plus tard, quand je pris le départ, après 1 kilomètre, je me dis, mais ça va être une longue journée. Je me dis, là, là, il va manquer quelque chose. Ouais. Et puis, en fait, je ne me suis pas trompé. Je perds de 2 minutes ou 3 minutes sur Roberto dans le chrono et Roberto prend le maillot. Donc, une fois de plus, mon orgueil était un petit peu touché parce que j'étais devenu quelqu'un au départ des Giro parce que j'avais porté le maillot, j'ai gagné l'étape à Poggio et j'étais quand même bien. Et puis d'un coup, j'arrive et puis personne ne peut me donner une serviette, une bouteille d'eau, et tout le monde est autour de Ouais. Roberto, et puis c'est comme moi, je n'avais jamais existé. Comme si t'étais le Et tout petit le jeune monde à nouveau, disait, quoi. voilà, et tout le monde disait que bah, maintenant les choses sont claires. C'est Roberto est le leader, il a démontré qu'il était le plus fort, donc Roche va rouler maintenant pour Roberto, et Roberto va rouler pour Roche autour de France. Et c'est là que Roberto dit, bah, non, 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 c'est très bien comme ça, Roche va rouler pour moi, mais moi, je ne vais pas autour. Je vais à la plage. Je vais prendre des Ah. vacances. Hein. Yes. Donc, je me dis au moins Lyonnette. Hein. Au moins, donc, du coup, on a pris le roadbook hein, avec
mon équipier, puis mon équipier fidèle, Eddie Shepard. Ouais. Et puis, on a dit, bah, tiens, Roberto, il a dû se plier en quatre pour sortir la performance qu'il a fait là aujourd'hui, en pensant que demain, c'est une journée de transition avant la montagne, 2 jours plus tard. Donc, s'il se passe quelque chose demain, mon avis, physiquement, il n'est pas prêt. Une, et deuxièmement, ça risque de le déstabiliser mentalement avant la montagne dans 2 jours. Mais par contre, moi, je ne peux pas personnellement attaquer parce que ça ne se fait pas d'attaquer un équipe. L'ambiance était géniale dans l'équipe. Génial, génial. Mais bon, ce que je dis là, je ne le disais pas. C'était dans ma Oui, chambre. Bien sûr, bien sûr. Donc le lendemain, on a fait la réunion avec l'équipe et le télésportif a dit, écoute les gars, il y a quelques montées et descentes là, avant la montée finale à Sappada. Donc, fais attention dans la descente, il n'y a pas un coup qui parte. Donc, moi, je dis, si le télésportif il parle d'un coup qui risque de partir, Et ben moi, ça je veut serais dire que dedans. comme lui connaît bien la route, il risque d'avoir un coup qui parte. Donc, je vais être méfiante. Effectivement, il y a un coup qui est parti avec 3-4 coureurs dans la montée, mais personne chez Cara. Donc, moi, je dis à Eddie, écoute, on n'a personne devant. OK, c'est pas à moi, vu mon statut de co-leader, c'est pas à moi d'y aller, mais Vas-y, je me quoi. dis, de toute façon, pourquoi pas? Ouais. Donc, Eddie me ramène devant le peloton, et au premier virage, il s'est écarté. Moi, j'ai pris le relais. Officiellement, en me disant que je fais la descente pour rejoindre le groupe devant, mais il n'y a personne vraiment dangereux Pour devant. combler, quoi. Pour combler le trou, Voilà. sauf que personne te suit, donc t'as une excuse entre guillemets, quoi. Voilà, mais tu ne Ouais. peux pas dire ça à Vesentini, peut-être si tu sais rien. Parce que moi, je fais une descente, mais parfois on fait une descente où on est parfois des moments un peu de Mm. chaleur. Là, je fais une descente qui était vraiment, vraiment incroyable. Et même pas une fois à la limite, toujours incroyable. Bref, je rejoins le groupe de tête en bas de la descente et le peloton, il y a 1 minute derrière moi. Donc, j'avais fait une descente incroyable. Et je roule dans les plaines en attendant qu'est-ce qu'on va faire parce que c'était un peu suicidaire parce que je me dis, il reste encore 40 bornes avec une dernière montée. Comment je vais faire? Je peux pas, si je roule, je peux pas rouler à bloc parce que ça se fait pas par rapport à mon équipier. Ouais, tu Si je calculais les roule, relais et tout, quoi. voilà, si je roule pas, ça se fait pas. Mais de l'autre côté, allez, le fait qu'on est devant, ça va faire rouler les Bianchi, les Panasonic, ça va faire rouler Mm. un peu les autres. Donc, finalement, c'est bien pour Vicentini, mais est-ce que c'est forcément bien pour moi? On verra bien. Puis après, la voiture ma voiture de sportif, il vient me voir, il me dit, Stéphane, qu'est-ce que tu fais? Je dis, écoute, je joue mon rôle d'équipier, je suis personne devant. Euh, Donc, voilà, je suis. Il me dit, non, Stéphane, t'as pas compris, t'as fait une descente incroyablement rapide. Il y a les coureurs, ils étaient deux par deux, dans les arbres, par terre, il y a des chutes, bon. ils sont partout derrière. Donc, c'est mal organisé derrière. Il faut que tu t'arrêtes. Je dis, bah non, mais attends un peu, ça se regroupe un peu. Il y a un qui va rouler, Panasonic va rouler. Ah, non, 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 t'as pas compris. C'est Roberto qui roule. Allez hop. Je dis en plus, je dis, mais dis-lui qu'il attende, que les autres ils vont regrouper, ils vont rouler. Et il me dit, Stéphane, t'as pas compris, il faut arrêter, attendre Roberto. Alors, je dis, écoute, ça se passe pas comme ça. J'ai dit à Roberto qu'il arrête, laisse faire les autres, et après, on verra bien. Mais s'il continue à rouler, c'est la guerre, puis on verra ce qui se passe à la fin, mais je ne resterai pas là. Et puis, me rejoint dans la dernière montée, et puis il y a encore un groupe qui est parti, donc je réussis à coller ce Ouais. groupe qui partait avec mon équipier Eddie Shepard. Et Eddie m'a fait un tempo, j'étais moitié cuit, hein, enfin, plus de la moitié cuit même. Et puis, la voiture vient nous voir, elle dit à mon équipier Eddie, faut attendre Roberto, il est un petit peu en crise derrière. Non. Et Eddie me regarde, il me dit, Stéphane, écoute, je reste avec toi, mais si ce soir je me trouve au chômage, il faut que tu m'aides.
Donc, j'ai fonce. Et j'avais le maillot avec 4 secondes d'avance sur Rominger. Mais Vicentini, lui, perd 6 minutes. Mais c'était pas la fin de ta saison rocambolesque, parce que derrière, tu vas sur le Tour de France. Avant même d'aller remporter les championnats du monde, tu vas sur le Tour de France. Tu as le maillot jaune. Mais pour ceux qui nous regardent, à l'époque, il n'y a pas 21 étapes, il y en a 25 sur cette année 87. Et toi, tu perds le maillot jaune à l'étape 20. Et à l'étape 21, tu es mis sous oxygène juste après l'arrivée, tu es complètement mort. Est-ce que à ce moment-là, tu te dis que tu as perdu le tour? Parce qu'on connaît l'histoire, nous, mais à ce moment-là, je pense que tu Donc, n'étais pas au mieux. disons, tant que le sang coule dans les veines, on va toujours revenir. Mais Ouais. bon, là, c'est vrai que j'avais fait très fort parce que j'avais fait, disons, je connaissais bien le concurrence. Et j'avais bien établi qui était mon vrai adversaire bien longtemps avant l'étape de la plaine. Le seul qui était pour moi dangereux, c'est Delgado parce que lui, en montagne, il pouvait me tuer. Donc, par contre, en chrono, je pouvais aussi lui rendre la monnaie. Donc, je me suis dit que si j'arrive à prendre la chose à l'envers, si on arrive à Dijon pour la dernière chrono, si je suis à 1 minute de Delgado, en général, je pourrais encore espérer de gagner un Tour de France. Parce que je savais que sur les 40 kilomètres qu'il y avait à Dijon, je pourrais, même sans être en très grande forme, je pourrais lui reprendre 1 minute. Et en fait, je tablais mes dernières étapes avant le chrono en fonction de ça. Et là, à la Plagne, j'avais eu l'occasion après la Galibier, d'attaquer, de partir dans un groupe. C'était un peu suicidaire, mais c'était aussi l'influx. Je vois une occasion. Je n'étais pas quelqu'un qui attendait les derniers kilomètres pour faire la différence. Delgado, il se trouve isolé. Je me dis, là, j'ai un coup à jouer. Donc, je pars, mais le groupe dans lequel j'étais n'allait pas assez vite pour moi. Donc, je me retrouve seul devant. Et puis, je me suis fait reprendre par Delgado, tout le groupe, Laurent Fignon, les autres, juste au pied de la côte de la Plagne. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et là, je me dis, là, je vais passer un sale quart d'heure parce que Delgado, lui, il sait que je viens de faire 80 km devant. S'il me laisse récupérer, il ne pourrait pas me lâcher. Donc, et puis moi, je savais que si je cherche à aller avec, j'allais me tuer. Hmm. Donc, Mais moralement, il a l'ascendant aussi à ce voilà, moment-là. voilà. Mais je me dis, je veux les faire croire que c'est plus fort. Je laisse partir et je vais gérer mon effort au moins pendant 5-6 kilomètres jusqu'au moment que je récupère un petit peu. Et puis en même temps, pour voir où est-ce qu'il va, lui. Et je me suis rendu compte qu'il prenait vite le temps, 30, 40, 50 secondes, 1 minute, 10, 15, 20. Et quand il a pris 20, là, je me dis, là, il faut peut-être que j'accélère un peu parce que mon, mon disons, le fait que je voulais être à moins d'1 minute de lui Ouais, le pour le seuil pour le chrono, chrono, c'était à ce moment-là. Il restait des étapes là, derrière. c'était là, en train de perdre mon tour. Donc, je réussis à accélérer un petit peu. Et puis, j'ai vite compris que là, j'arrive à le tenir. N'était encore pas tout à bloc. Donc, je me dis, bon, OK, là, maintenant, je tiens une 20, 25. Soit lui, il est content de 1 minute 20 en disant que la marge est suffisante pour battre Roche à la fin, ou soit il ne peut pas aller plus vite. Alors, je mets tous les cas de figure, je maintiens comme ça, et puis à 4 km, 5 km de l'arrivée, je me donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, tout ce que je peux trouver, je donne tout. Et puis à 4 km de l'arrivée, je lâche les chevaux et j'ai trouvé une puissance, pas une puissance, mais j'étais une énergie impossible. Et je ne savais pas où il était, mais parce qu'il n'y avait pas d'oreillette à l'époque. Mhm. Et les gens sur le bas-côté qui criaient les temps, ça mélange un peu, puis Ouais, c'était pas tout est hyper flou. fiable. Donc on ne sait pas, non, on ne sait pas si c'est fiable ou pas.
Donc, du coup, mon objectif, c'était d'aller le plus vite possible les derniers 4 kilomètres, de me rapprocher le plus possible de lui et en essayant de finir dans les 30 secondes. Comme ça, au moins, Ouais. mon tactique de 1 minute à Dijon, c'était encore jouable. Et donc, je prends les derniers kilomètres, le grand plateau, et je Tu fais donnes tout, mon. hein. Je donne tout, hein. Et puis, je prends le dernier virage, je vois la voiture de Jacques Audet, et je vois le cours devant, et puis c'était flou, et je me dis, c'est pas possible. Ouais, je n'ai même pas trop compris. Pas trop compris. Et en fait, Mais t'as passé la je ligne, passe la c'est ligne bon, d'arrivée. arrête-toi. Oui, mais comme les journalistes, ils ont dit que bah, comme Roche était échappé après le Galibier, il se fait reprendre au pied. Delgado est parti, il avait 1,20 à 5 km. Les journalistes disaient que maintenant c'est bon, c'est joué, c'est bouclé. Ils t'ont enterré, quoi. Delgado gagne le tour. Comme Fignon gagne l'étape, il y a beaucoup de journalistes sur le Fignon gagne l'étape, d'autres sur Delgado qui m'a lâché dans la montée, qui était en train de finalement m'assommer. Et d'un coup, le speaker dit, mais c'est Roche, c'est Roche, c'est Roche. Donc, les journalistes qui étaient en train de courir vers Delgado, ils se retournent pour venir vers moi. Et personne ne voulait m'aider, tout le monde voulait savoir, mais Stéphane, tu viens d'où, qu'est-ce que tu as fait? Et moi, je n'avais plus d'oxygène, je ne pouvais plus, je me suis écoulé par terre. Et c'était quand même assez peur parce que je me souviens, j'étais allongé par terre, puis il y a un docteur qui m'a dit, mais Stéphane, entre tes jambes, parce que les voitures passent et passent très près. Et là, je me souviens que je ne pouvais plus bouger mes jambes. Et là, j'ai eu un Ouais. peu peur parce que euh, donc, je ne pouvais même pas parler. Et le docteur me dit, Stéphane, il faut vraiment parler avec les yeux. Donc, est-ce que ça va bien? Ouais. J'ai clignoté les yeux, mais je ne pouvais pas. J'étais complètement raide. C'était Et puis, chaud. voilà. Mais après, il m'a mis dans l'ambulance. Et puis, on m'a donné un peu d'oxygène. Et le soir même, on me ramène à l'hôtel. Je me suis couché. Et puis, ma soigneur, elle est venue me voir, elle me dit Stéphane, écoute, je te mène à manger. Je dis non, 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 moi je vais descendre parce qu'à l'époque, c'était pas comme maintenant où les équipes ils ont leur propre cuisine maintenant. Ouais. À l'époque, c'était la cantine. Et tu avais 5, 6 équipes dans le même hôtel qui mangeaient dans la même salle. Donc moi, je me dis, Oui, il fallait tu vas montrer voir. que t'étais encore là, quoi. Voilà. Fallait bomber Donc le je Encore la torse. descends. guerre mentale. C'est encore l'aspect Voilà. guerre mentale, quoi. Voilà. Donc je descends, je rentre dans la salle, de tête haute, et j'entends les uns les autres. Stéphane, super, ce que tu as fait là, c'est magnifique. Oh, t'es blanc, Stéphane, ça va. Oh, ce que tu as fait là, c'est magnifique. Demain, c'est dommage parce que demain, c'est encore la montagne. Donc, c'est dommage, tu ne vas pas t'en récupérer. Et moi-même, je dis, mais tu verras. Je me dis, OK, tu verras. Sommet, mais pas cuire. Donc, le lendemain matin, parce que mon but, c'était le lendemain, c'est l'étape qui arrivait à Morzine. Donc, je me dis, là, Pedro, il m'a vu être transporté par l'arrivée en ambulance après avoir fait un effort violent. Demain, si j'arrive à lui mettre même 1 seconde dans l'étape, il ne va T'as pas gagné le dormir tour. avant le chrono à Dijon. Enfin, il ne va pas Et dormir avant le chrono à Dijon. Parce qu'il va dire, merde, hier, il était dans l'ambulance complètement cuit. Là, il me met 1 seconde. Ce mec-là, il va me tuer dans le chrono. Donc, je voulais jouer dans cette côté-là. Et donc, j'avais tout tenté pour attaquer plusieurs fois pendant l'étape, mais il y a eu disons, l'équipe de Delgado a grandi pendant l'étape. Ah oui, Je d'accord. m'explique. Les coureurs espagnols, ils sont tous venus un peu ensemble. Et chaque fois que j'ai bougé en oreille, il y avait toujours un Espagnol, peu importe la marque de son sponsor, toujours un Espagnol qui roulait derrière moi. Bref, en haut de la bascule de col de Juplane, j'ai fait la même chose que ce que j'avais fait en Italie avec Eddie. Je dis, Eddie, porte-moi devant. Donc, Eddie m'a porté devant. Et j'ai lâché les freins dans la descente. À nouveau, j'ai fait une descente incroyable. Et j'ai réussi à lui mettre 18 secondes dans la descente.
Ça Et fait mal, ça. voilà, ça fait mal. Et puis pour moi, pour moi, c'était pour d'enfoncer le clou. Ouais. Et puis, le lendemain, on a fait une très longue étape, mais bon, sans importance. Et puis après le chrono à Dijon, j'étais même pas une minute de retard sur le général. Et je savais que c'était encore jouable. Mais le chrono, il fallait que je gère bien parce que si je pars de trop loin, je lâche les chevaux trop tôt, à la fin, ça allait être difficile. Donc il faut que j'aille avec prudence et puis en espérant de récupérer je crois que j'avais 20 ou 30 secondes de retard sur lui au départ. Et finalement, je lui bats, je crois, de 61 secondes, je crois, dans le chrono, qui m'a permis de gagner le Tour de France avec 40 ou 41 secondes d'avance générale. Et du coup, ce Tour de France, c'est pas ta dernière victoire de la saison, comme on a dit, tu gagnes aussi les championnats du monde. Euh, Par contre, après ça, la carrière, elle est un peu plus. On va dire que c'est ton grand chef-d'œuvre, cette saison 87. Et puis après, ça revient un peu plus sur la normale. Tu gagnes quand même des étapes World Tour. Tu gagnes notamment sur le Tour 92. Tu gagnes aussi un Tour du Pays Basque, etc. Mais je pense qu'on va passer tout ça et on va passer sur les questions de un peu plus de l'actualité et de ton fils. On en a prévu une sur la famille un petit peu, parce qu'on est déjà à pas mal de temps là. Du coup, voilà, comme on l'a dit, le vélo, voilà, chez les Roches, cette famille, toi, tu as couru un Tour de France avec ton frère, et puis ensuite, bon, tu as ton frère Laurent, voilà, et puis ensuite, tu as quand même tes deux fils. Alors, tu as Alexis qui a fait une carrière un peu plus, pas au plus haut niveau, mais il a quand même fait une petite carrière, notamment pendant le Covid. Mais c'est surtout Nicolas, voilà, qui a fait une très longue carrière, avec notamment des victoires sur la Vuelta en 2013 et en 2015. Comment toi, enfin, il y a aussi du coup Dan Martin qui était également ton neveu qui a fait une carrière qu'on ne présente plus, voilà, vainqueur des trois grands tours de deux monuments. Comment toi, de ton côté, t'as vécu ce moment où ils passent pro? Est-ce que tu les as accompagnés, conseillés, aidés à gérer leur carrière, l'entraînement, etc.? Non, j'avais juste essayé de lui aiguiller un petit peu vers les bonnes équipes dans les bonnes, qui fassent des bonnes démarches. Parce que pour moi, le vélo, c'est quelque chose de fabuleux. Je l'entends parfois, les anciens coureurs dire, ouais, moi, je ne mettrais pas mes fils ou mes enfants dans le vélo parce que c'est trop dangereux, la route, trop exigeant, etc. Ou pour moi, le vélo m'a tout donné. Et, j'ai beaucoup voyagé, j'ai Hmm. rencontré des gens incroyables, j'ai vécu des moments incroyables, même en dehors du vélo, avec les supporters, avec les amis. Je, je, j'ai fait j'ai vécu des choses incroyables. Même sans parler de mon succès ou mes succès, j'ai vécu des moments, je rencontre des gens avec qui je suis encore en contact maintenant, 40 ans après. Donc, Nicolas, quand il a commencé à faire du vélo, je lui ai juste essayé d'être présent, mais pas non plus, pas de l'ennuyer, pas de lui mettre la pression, parce que c'est pas évident d'être le fils de. Hmm. Donc, Ouais. puis, quand moi j'étais présent, les gens m'en parlaient et parfois je peux être à côté de Nicolas, il me parle avec moi, il me parle avec Nicolas. Donc pour moi, c'était un peu un manque de respect par rapport au coureur en activité, mais quelque part c'est normal parce que moi j'étais connu et puis Nicolas n'était pas connu. Donc je disais que quand je vais le voir, j'aime bien aller le voir, mais je vais rester un peu à l'arrière parce que comme ça, il peut vivre pleinement euh, les émotions, ses succès, ses problèmes. Il peut vivre Hmm. pleinement ces choses-là sans s'en occuper de son père. Parce que je pense que c'est déjà très courageux de sa part de vouloir faire de vélo à ce niveau-là parce qu'il savait qu'il avait quand même la barre était très haut. Hein. Et Ouais. puis, une fois, je me souviens, il était fait interviewer par quelqu'un. Et puis, on lui a justement posé les questions par rapport à son père. Il a dit, bah oui, c'est vrai que c'est compliqué, mais par contre, il n'avait que, jusqu'à cette année, il n'y avait qu'une autre personne qui a fait comme lui, c'est Eddie Merckx. Alors, si moi, son fils n'arrive pas à faire ce qu'il a fait, finalement, c'est pas si mal que ça. Il y a Oui. Donc, je beaucoup cherche d'autres pas qui à ont me, échoué, quoi. voilà, voilà. Donc, je cherche pas à me comparer par rapport à lui. Je cherche juste à faire ma propre carrière.
Et finalement, quand tu fais le tour de sujet, entre moi et Nicolas, on a gagné au porté tous les maillots distinctifs dans les trois grands tours. Eh Donc, au oui. Tour de France, moi, j'ai gagné et je portais tous les maillots à un moment ou à un autre. Le Giro, pareil. La Vuelta, Nicolas n'a pas gagné, mais il a porté le maillot de leader Mm. et tous les autres maillots distinctifs. Donc, pour une petite famille, c'est comme sympa C'est top. que à deux, on a porté tous les maillots distinctifs dans les trois grands tours. Et puis vous avez gagné aussi sur les trois grands tours, à vous deux. Sans même compter Dan Martin, qui, comme Yorick l'a dit tout à l'heure, a lui aussi Voilà. gagné sur les trois grands tours. Donc vraiment une famille XXL Voilà. dans le vélo. Mentionner que tu es le seul avec Eddy Merckx à avoir gagné le Giro, le Tour et les championnats du monde la même saison. C'est plus tout à fait vrai, puisque vous avez été rejoint par l'ogre Tadej Pogacar. Est-ce que tu t'y attendais à être rejoint tôt ou tard, ou est-ce que tu te disais que enfin, personne n'y arriverait parce que le vélo était devenu peut-être trop compétitif, ou peu importe? Ben, non, je savais qu'on allait être rejoint un jour, mais je ne pensais pas que ça allait prendre aussi longtemps. Mais c'est pas parce qu'elle a pris 35 ans ou 37 ans pour que quelqu'un le réalise, c'est aussi parce que tout n'était pas aligné pour que le coureur dans le passé a réussi à le faire. Par exemple, à Contador, il aurait bien pu le faire. Miguel Indurain, il a failli le faire, sauf qu'à Oslo, au championnat du monde, il y a Armstrong qui lui bat. Froome, il aurait pu le faire aussi. Sauf que généralement, un vainqueur de grand tour, c'est pas forcément un grand sprinter. Ouais. Et si tu gagnes deux grands tours et tu arrives au championnat du monde, c'est plat ou pour un sprinter, tu n'as pas très peu de chance. Ou cette année, par exemple, on savait que Pogacar, en sachant bien qu'il allait faire les Giro autour, on savait que de toute façon, on allait être rejoint sauf accident parce que le championnat du monde à Zurich, on savait que c'était taillé pour lui. Donc, il gagne les Giro, il gagne le Tour. Donc, on disait que oui, bon, c'est clair qu'on va être rejoint. Mais je crois que c'est très bien. Ça valorise en même temps l'exploit parce que je crois que il y a 37 ans, il n'y avait pas autant de social media, ni de presse, de télévision, etc. Donc, on ne se rendait pas compte, en fait, qu'est-ce que c'était le triplé. Puis, on ne se rendait pas compte des performances que moi, je réalisais et en même temps, Merckx, il a réalisé. Mm. Donc, on ne cherche pas à comparer Merckx, Pogacar et Roche. On pas une année exceptionnelle que Marx a eu en 74, moi en 87, et Pogacar en 2024. Mon année à moi, c'était une année super, l'année à Marx, c'était super, et Pogacar, super. Après, le comparatif reste là. On ne va pas comparer les carrières ni d'autres choses, mais je crois que c'est bien que ça arrive. Je suis content que ce soit lui euh, qui a réalisé le triplé aussi parce que c'est quelqu'un qui est, pour moi, il a une très, très belle manière à courir. Il est très, très bien sociable, il est très bien avec les fans, très bien avec les jeunes. C'est une bonne personne au fond de lui-même. Et je crois que le vélo a besoin de ce genre de personnages pour évoluer, pour attirer plus de jeunes dans notre sport et en même temps pour faire plaisir un peu aux anciennes qui regardent la télévision, qui regardent les exploits, qui disent, bah oui, mais je regarde plus parce que si courent maintenant, ils regardent trop leurs ordinateurs, ils regardent trop leur carte de puissance. Là, maintenant, tu as un coureur comme Julien Alain Philippe, par exemple, Manon Pogacar, qui enlève l'oreillette et qui regarde trop les compteurs, et puis il va. Ils sent que c'est le moment, on y va. Peu importe ce qu'on a dit hier soir au briefing, là, pour moi, c'est le Il y a moment, un je brin de vais. folie, Je ne demande quoi. pas, voilà. Et je crois qu'on a perdu un peu cette notion de notre sport, que ce soit un sport télécommandé quelque part. Donc, c'est bien que tu as des coureurs comme Van der Poel, comme Van Aert, tu as des coureurs qui courent un peu à l'instant, qui Mm. voient en occasion, qui ne vont pas prendre le téléphone pour demander est-ce que je peux y aller, est-ce que c'est le moment, est-ce que je. Non, ils vont.
et ils assurent après. Donc, je crois que c'est très bon pour le vélo de tous les côtés. Moi, je voulais juste rebondir sur un point rapidement. C'est que tu as dit on savait qu'on allait être rejoint, on. Tu lui parles à Eddy Merckx au quotidien. Vous étiez là, vous vous envoyez des petits messages. Oh là là, Pogacar, cette année, faut qu'on fasse un brunch. Non, non, non. Je crois quand même, je n'ai jamais parlé avec Eddie avec ça. Eddie, je le vois une fois par-ci, par-là, mais je ne l'ai pas vu dernièrement. Mais et la dernière fois, on n'a jamais parlé de ça. Je crois qu'on a parlé une fois de ce triplé il y a au moins 20 ans. Ok. Mais c'est pas quelque chose. Quand on parle de la vie, le quotidien, mais on parle pas de ça. Donc, Y a pas et puis bon, je crois que pour un moi, petit c'était. club de la triple couronne comme ça qui fait des Non. brunchs tous les Et, mercredis. hon- et honnêtement, moi-même, je ne mettais pas autant de valeur parce que je ne me suis pas rendu compte vraiment de ce qu'on a réalisé il y a 37 ans. C'est que maintenant que tout le monde en parle, j'ai enfin réalisé qu'en fait, c'était un sacré exploit. On a l'impression quand il y a des déclarations de coureurs, de plein de coureurs différents, que voilà, quand Pogacar est là, bon, on va jouer la deuxième place, quoi. Est-ce que, euh, est-ce que tu comprends, toi, un peu cette résignation de ces coureurs? Est-ce que toi, de ton côté, à ton époque, tu as aussi eu par moments ce sentiment de résignation? Je sais pas, je pense à Bernard Hinault notamment. Si, c'est clair. Par exemple, quand tu rencontres Bernard Hinault en début de saison, on savait qu'on peut le battre. Mais par contre, quand tu es allé au Tour de France, dans le début des années 80, je savais que tu jouais la deuxième place. Donc, c'était. Mais bon, on jouait la deuxième place, mais il y avait quand même une bagarre. Donc, personne n'a jamais été vraiment résigné, mais on savait que ça allait être compliqué. Et ensuite, il y a eu l'époque Indurain, l'époque Armstrong, donc, où les coureurs roulaient un peu pour la deuxième place. Je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est que les enjeux commerciaux ont beaucoup changé aussi parce que il y a beaucoup d'argent maintenant. Il faut beaucoup d'argent maintenant pour faire une équipe cycliste. Les sponsors ils sont exigeants et même en deuxième place, ça va. Donc, oui, on aime gagner, oui, mais si on ne gagne pas, deuxième, c'est pas mal. Donc, c'est clair que lorsque tu as échappé, par exemple, tu as un groupe devant, euh, à notre époque, on pourrait dire, allez, laisse faire les autres parce que nous, on n'est pas, on s'en fout là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que je fais des commentaires pour Eurosport pendant longtemps et parfois, on est cinq, six anciens coureurs qui sont consultants pour différentes chaînes. On est obligé de se regarder en disant, mais t'as compris pourquoi il roule? Ah, et on est vraiment, c'est impossible parfois de deviner pourquoi. Parce que ça peut être comme, oui, ils défendent son deuxième place en général, mais ça peut être aussi parce qu'ils veulent rentrer dans le top 10 ou un Ouais. tel, ils ont rien gagné. Donc, maintenant, les enjeux sont beaucoup plus importants. Et un coureur qui rentre dans le top 10, c'est important pour lui, c'est aussi important pour son équipe. Ou dans le temps, c'était une deuxième place, on n'en parle même pas. Ouais. Je me Le souviens, vélo, il y a longtemps, il a beaucoup changé, le vélo, au final. C'est ça que tu. oui. Oui, et puis en même temps, avant, par exemple, on parlait de nos places, des top 3 places. Maintenant, un coureur qui fait 15e, il est content quelque part. Ouais, il est Je me souviens, observé. il y a très longtemps, voilà, j'avais emmené Nicolas à l'aéroport chercher quelqu'un, je ne me souviens plus quel coureur. Et puis, moi, je ne connaissais pas le coureur. Puis Nicolas, il va voir, il dit, bravo, bravo, super, tu fais une super campagne des classiques. Et moi, j'étais là un peu bête, disons que. Comme ça. Puis à la fin, j'ai dit, Nicolas, mais c'est quoi, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, papa, tu ne connais pas. Il fait 3 fois top 10 dans les classiques. Alors, je dis, mais 3 fois top 10, mais s'il avait gagné une, tu aurais fait quoi? Tu aurais embrassé sur la bouche? C'est quoi là? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est
super avec un top 10. Pour moi, même quand j'ai fait des troisième, je ne parlais à personne parce que Ouais, t'avais pas c'était gagné. décevant. Voilà. Et je crois que les coureurs, maintenant, ils se, ils sont contents quelque part des places inférieures. Et c'est vrai que j'ai un peu peur moi-même, c'est que, vu les performances de Pogacar, que les coureurs vont se vite résigner en disant que bah, Pogacar est là, laisse lui jouer devant dans son cours tout seul. Et nous, on fait notre course derrière, un peu comme au championnat du monde. Sauf que personne n'a joué derrière, ils étaient quand même, tout le monde était cuit à la fin. On a bien vu le sprint pour l'arrivée, tout le monde était cuit à la fin. Moi, Mais, je pense euh, qu'ils mais vont je faire pense comme, que ça reste. ils vont faire comme toi chez les jeunes. Ils vont créer un prix à part pour hors Pogacar, tu Voilà. vois. C'est la manière de Pour résoudre le le premier, problème. voilà, pour le premier qui fait deuxième. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Mais ce n'est pas la faute à Pogacar. Mais je pense aussi que, quelque part, cette année, on a parlé beaucoup de Pogacar, ce qu'il a réussi dans le Tour de France. Mais pour moi, le vrai exploit, c'était Vingegaard qui fait l'exploit. Parce qu'il a eu un accident très, très grave au mois Ouais. d'avril. Et si ça avait arrivé à toi, à moi, on serait encore en convalescence. Et lui, il se pointe quelques mois plus tard, faire deuxième dans le Tour de France, En battant avec Pogacar toutes sur une les étape en exigences. plus, au sprint, Non, ben hein. voilà, bien sûr. Voilà. Non, il a fait un super truc. Donc, il faut espérer que l'année prochaine, que les grands, les Roglic, les Pogacar, les Evenepoel et Vingegaard n'ont pas de problème de chute ni de santé avant, et qu'on aura 4-5 coureurs, des vrais vainqueurs potentiels, arriver au même niveau pour qu'on puisse vivre en direct en belle bagarre, parce que Pogacar, il a gagné les Giro, mais je ne veux pas relever rien de sa victoire, mais il est au tapis rouge quand même, hein. Il n'y a Oui, pas eu, oui, oui. il y a Non, pas eu mais de... là, moi, je le dis souvent. Je le dis souvent, ce Giro, je veux même pas en parler. C'était, voilà. Il était là et les Bon, autres, ils étaient pas là. Ils avaient oublié de venir. voilà. Ok, C'est vrai que c'était, peu importe, une victoire, c'est une victoire. On ne sait pas plus tard comment, ni quoi, mais il a gagné, c'est bien. Mais je pense que les coureurs qui font deuxième ou troisième cette année, l'année prochaine, ils vont se rehausser un peu le niveau. Et de toute façon, les coureurs comme ça s'emmènent les autres vers l'autre façon. Mais ce qu'il ne faut pas qu'on se contente de deuxième place. on a une dernière question qui est un peu pour clôturer l'interview. Toi, tu nous as dit que le cyclisme t'avait tout donné et on a parlé là de l'évolution du métier cycliste. Et voilà. Est-ce que si tu étais jeune aujourd'hui, si tu avais 20-25 ans, est-ce que tu aurais voulu être cycliste professionnel encore? Ou est-ce que le sport a trop changé, que ce soit les oreillettes, les sponsors, comme tu as dit, tout l'argent qu'il y a maintenant dans le vélo, est-ce que tu aurais voulu être cycliste quand même? Tout l'extra sportif, en plus aussi la préparation, etc., hein, c'est autre chose. Oui. Ben, disons, il y a plusieurs choses. En me disant que par rapport au salaire qu'ils gagnent les coureurs aujourd'hui, j'aurais bien voulu tenter un procès à mes parents de m'avoir fait à 20 ans trop tôt. Parce que c'est vrai que au niveau salaire, ça a beaucoup changé, hein. Mais, euh, mais c'est vrai que je crois que dans notre époque, il n'y a pas eu de téléphone portable, il n'y a pas eu de social media, il n'y a pas eu de carte de puissance, il n'y a pas eu tout ça. On était dans notre bulle, on faisait disons, les semaines de 37 heures. Maintenant, les coureurs, c'est 24 sur 24, 7 sur 7, et, il faut savoir utiliser tout l'outillage qui est à disposition. Mais c'est pas quelque chose que je passe pro demain et je dois apprendre tout ça. Les coureurs, ils sont nés maintenant avec un vélo. Et avec le vélo maintenant, c'est automatiquement le Garmin, c'est le cardio, c'est la carte de puissance, c'est le régime, c'est la télésurveillance. Ça, tout est dedans maintenant. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils vont découvrir à 20 ans. Ils sont nés avec, hein. Donc, c'est quelque part dans la nature maintenant que ça va avec le vélo. Mais ce que je me demande, c'est que est-ce qu'il n'y aurait pas plus de burn-out? Parce que le vélo, en étant 37 heures,
entre guillemets, il y a encore le temps pour vivre une petite vie de famille, même si nous, on faisait 100 jours de course par an, on n'était jamais à la maison. Maintenant, d'être obligé d'être strict avec le régime, avec les entraînements, partager toujours les entraînements avec un coach qui va corriger. Enfin, c'est très compliqué, très complexe et très lourd pour un coureur, surtout un jeune. C'est bien pour un mec qui gagne le tour, qui gagne un très bon salaire, mais pour lui qui gagne le salaire minimum, il fait les mêmes efforts que lui qui gagne le maximum. Donc, c'est pas évident pour lui. Donc, je me demande, est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus de coureurs qui vont souffrir d'un burn-out ou ils vont, est-ce qu'on aura des coureurs qui vont aller jusqu'à 36, 37 ans? Comme il y a eu dans le passé, comme Romain Bardet, par exemple, comme Nicolas, qui a fait des longues carrières. Euh, je me demande si ça va jouer sur la longévité des carrières des coureurs. Mais pour répondre plus directement à ta question, si je dois refaire ma carrière demain, je dirais oui tout de suite. Je ne pose pas de questions sur quoi que ce soit. Je me dis, ben, c'est un métier incroyable. Oui, on entend toujours des conneries ou des mauvais côtés, mais euh, j'ai rencontré des gens, je voyageais, même si je n'ai rien vu parce que j'avais la tête dans le guidon, je voyageais. Euh, je vécu des performances, des contre-performances. J'ai vécu des choses incroyables. Écoute, Même quand j'étais pas bien, quand j'étais blessé, comme quand j'ai gagné, j'ai vécu des moments à l'autre de l'échelle, comme en bas de l'échelle, qui seront pour moi inoubliables. Et tout ça, c'est grâce au vélo. Donc oui, demain, si j'avais à refaire carrière, je choisirais bien le vélo. c'est un super mot Très de la très beau. fin quand même. Voilà. Bonne conclusion Voilà. pour cette interview. Écoute, on était très heureux de t'avoir. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps. Et merci à tous d'avoir écouté cette interview. Donc voilà, merci Stephen et salut les gars. Ouais, merci beaucoup Stéphane, salut.